Bonjour à tous et bon appétit si vous êtes à table, pas comme moi, mais on sera à table après le ZCL. On vous salue. Nous sommes le 18 mai aujourd'hui. C'est une date historique pour les Français, mais enfin en Guadeloupe, le 18 mai, ça passe pratiquement inaperçu. On va recevoir dans un instant en direct depuis le Fort-de-France, Béatrice Bellé, la première secrétaire fédérale du PS. Elle nous dira un peu son parcours et le bilan de ce qui se passe en Martinique du point de vue politique. Un peu plus tard, on va recevoir Kevin Lafontaine. C'est un jeune qui a lancé une boutique qui s'appelle Cannabillion Shop. On en parlera. Il sera avec nous en direct. Et puis, un peu plus tard, on va recevoir Yvelisse Bouchot. C'est aussi une jeune, mais elle est dans le tech, comme on dit, dans les nouvelles technologies, puisqu'il y a une manifestation qui est prévue le 20 et le 21. Sinon, dans l'actualité, bien, c'est toujours la grève à Canal+. On fera le point avec Michel Depape, réunion SIAG coup après coup, puisque depuis ce week-end, les gens de Saint-François sont mobilisés avec Balance le SIAG. Et puis, l'ancien maire de Dumoul est décédé, vous le savez. Monsieur Henri Beaujean, il y avait hier ses funérailles. Stanley Manicor était sur place, on fera le point. Voilà un peu le sommaire de ce ZCL News en direct de Canal 10, en direct de RHT, en direct de C10, mais aussi sur le Facebook Live. Vous pouvez nous suivre en Guadeloupe, en Martinique, en France, un peu partout. On nous voit. On vous dit salut d'ailleurs. On pense à nos amis qui vivent en France et qui nous voient en ce moment. Aux Otibouins déconcentrés, là, déconfinés. Nous, on ne sait pas encore si demain, on saura davantage sur ça. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Je vous l'ai dit, on va partir tout de suite en direction de Fort-de-France, où rencontrer Béatrice Bellé. Elle est la première secrétaire fédérale du PS de Martinique. Béatrice, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à tous les Guadeloupéennes et tous les Guadeloupéens, tous les Martiniquaises et Martiniquais qui nous écoutent, et puis au monde entier. Et puis, il y a beaucoup de Martiniquais en Guadeloupe aussi qui vous écoutent. Alors, première question que je vais vous poser, Béatrice Bellé, c'est nous sommes en veille d'élections de renouvellement. Quel est le bilan que vous, en tant que première fédérale, vous faites de la mandature de Marie-Jeanne en ce moment? Après pratiquement 2 mandatures, on peut dire. Écoutez, alors on n'est pas de mandature. La CTM a été mise en place en décembre 2015. Mais il était déjà président de région, donc il a un petit peu avant ça. Oui. Mais entre-temps, il y a eu un mandat conduit par Serge Letchimy, donc oui, tout à fait. Il y a eu malgré tout une petite interruption, enfin une interruption, quoi qu'il en soit. Je crois qu'aujourd'hui, il faut surtout répondre aux enjeux qui sont les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Oui. Je ne trouve pas, parce que c'est un modèle de gestion, moi je respecte les personnes qui ont décidé de militer, qui ont décidé de s'investir dans la politique, et donc je respecte la personne humaine qui est M. Marie-Jeanne. Par contre, nous ne sommes pas du tout d'accord sur la façon de gérer les affaires du pays. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait acte de candidature avec une liste aujourd'hui qui est venue, qui s'est renforcée avec un binôme que nous allons conduire avec M. Daniel Robin, pour conduire les affaires dans une structuration qui soit la vraie structuration démocratique nécessaire à la mise en place de cette collectivité territoriale de Martinique. Oui, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pendant cette mandature, Marie-Jeanne, alors? Déjà, la démocratie telle qu'elle a été dévoyée. C'est-à-dire que, vous savez, alors vous avez encore le Conseil général et le Conseil régional en Guadeloupe. Oui. Nous avons donc cherché à réunir les deux. Et c'est ce qui a été fait avec des écueils, mais ce qui n'a pas marché, c'est l'usage aujourd'hui de l'instrument. Alors c'était la première fois, il fallait peut-être un peu d'entraînement, mais la réalité, c'est qu'on a vu des groupes incapables de produire un projet pour la Martinique, un projet de transformation pour la Martinique, quand tous les Martiniquais attendaient un guichet unique quelque part, entre guillemets, c'est-à-dire une grosse structure qui soit capable d'engager la transformation. Il n'y a eu aucune transformation, au contraire. Et il y a eu même une régression. Régression, vous dites régression, hein? Oui, une régression dans la façon d'envisager la politique publique. Pourquoi? Parce qu'on avait quelqu'un qui était spécialisé des questions régionales, donc géré par la région. Donc autour du développement économique, des infrastructures routières et autres. Sauf qu'il y avait aussi le Conseil général. Et il y avait donc tout un pan
qui, pour le Conseil général, est autour aussi de la question de cohésion sociale, la mise en place de politiques de cohésion sociale, d'éducation, du vieillissement, de l'autonomie des personnes âgées, mais également de la protection de l'enfance. Et tout ça, c'est un pan qui était totalement inconnu à l'équipe en place. Oui. Totalement inconnu. Et totalement inconnu au président. Alors, et donc, il y a des lacunes fondamentales qui, en temps, et qui se sont révélées encore plus fortes dans cette crise sanitaire, parce qu'aujourd'hui, les inégalités se sont renforcées en Martinique. Nous sommes et vous le savez très bien, la Guadeloupe, malheureusement, souffre des mêmes constats. Oui. Nous avons 30% de taux de pauvreté en Martinique, c'est-à-dire que près de 100 000 de nos compatriotes vivent avec moins de 1 100 euros par mois. Par mois, oui. Et, vous connaissez les prix. Oui, c'est bien les mêmes sûr. que chez vous. Alors, donc, tout le monde a demandé quoi, ici, Maniel et Moulin Café. La collectivité doit pouvoir structurer la solidarité. Oui, alors, mais il y a autre chose de cette mandature, c'est aux dernières élections de la CTM, enfin aux élections de la CTM, il y a eu un binôme entre la droite et ce courant nationaliste. Est-ce que ça a bien fonctionné de votre point de vue ? Pas du tout. Alors, il n'y a pas eu de binôme, parce que le binôme, il était il était censé être, il aurait dû être. Bon, oui. Mais il y a eu une alliance. Une alliance, on va dire, oui. Mais une alliance de la carpe et du lapin. Bon, et ça a éclaté en cours de route, évidemment. Oui. Ça, l'eau et puis l'huile, pas qu'à mélanger. Oui. Donc, le résultat était celui-ci, et je crois que ça, j'espère que ça va manifester le fait aussi que la Martinique, comme ailleurs, a besoin de cohérence. Oui. Il faut que les alliances qui se font aient de la cohérence politique. Parce que quand on n'a pas la même façon d'envisager le développement, quand on n'a pas la même façon d'envisager la gestion des affaires, quand on n'a pas la même façon d'envisager la population et la solidarité, on ne peut pas produire de façon cohérente, en congruence avec sa pensée, son action et son ambition. On ne peut pas produire avec les personnes qui nous environnent et qui sont totalement différentes. Ce n'est pas possible. Alors, parlons un petit peu davantage de ce qui vous concerne, puisque vous présentez aussi à cette élection. Est-ce que, en dehors du courant nationaliste martiniquais, la gauche, on va dire traditionnelle, a réussi à se rassembler ? En partie. Alors, il y a différentes gauches. Oui, bien sûr. Depuis 1980, des années 80, on va dire que malgré tout, la gauche, si on doit l'appeler comme ça, en tout cas les courants de gauche martiniquais sont globalement majoritaires aux affaires. Bon, mais puisqu'ils sont majoritaires, ça veut dire qu'entre eux, il y a malgré tout des différences. Bon. Donc, il y a des rassemblements qui se font, pas obligatoirement sur les mêmes bases. Oui. Et puis, il y a aussi, à nouveau, quelque chose qui ressemble aussi à on va dire, des alliances, oui. Peut-être un peu contre nature. Celle que vous faites avec M. Robin, comment vous la qualifiez, cette alliance ? En l'occurrence, elle est cohérente. Elle est cohérente. M. Robin est un progressiste. Oui. Il est issu des rangs du PPM et il a décidé de s'investir également dans la question de la démarche citoyenne et de la participation citoyenne. Donc c'est très important aujourd'hui que la collectivité puisse ressembler à la population et c'est ce que nous avons engagé comme dialogue. Comment fait-on pour réenchanter un peu la politique ? C'est en intéressant les personnes qui, à la base, ne sont pas issues des rangs de courants politiques. Oui. Et nous avons fait ce chemin, en tout cas, tous les deux. Pour ce qui me concerne et l'équipe que nous avions déjà constituée, elle était également constituée de personnes qui n'étaient pas issues des rangs de la Fédération socialiste. Donc on se rejoint sur ça, sur cette envie en tout cas de partir sur des bases communes, c'est celle d'une solidarité humaine, d'une solidarité territoriale, d'une mise en synergie de cet appareil qu'est la CTM, qui est une grosse machine, qui est en capacité de construire une dynamique de développement. Oui. C'est sur ça que nous nous sommes mis d'accord, sur les urgences et le constat qu'il y avait à faire, sur l'évaluation des politiques publiques qu'il va falloir mettre en œuvre. Voilà, et donc c'est une alliance cohérente. Et cette alliance-là n'était pas possible avec l'Etchimi. C'est la difficulté que nous avons eue, je dirais que c'est le plus, non pas
comment on pourrait... C'est pas les fondements politiques qui nous animent, qui nous ont séparés sur cette candidature. Les difficultés que nous avons rencontrées en 2015 dans la création justement de l'alliance qui s'appelait EPMN, ont refroidi résolument un certain nombre de camarades qui avaient de toute façon envie de marquer également la différence de la Fédération socialiste dans le paysage politique, de ne pas être à la remorque aujourd'hui de ce que peut être le PPM, même si c'est un allié notamment au niveau national. Nous restons des partis différents et nous avons donc le droit d'engager des démarches démocratiques différentes et donc d'aller de façon séparée aux élections. Alors, quel va être, en quelques mots, puisqu'on ne va pas rentrer dans tous les détails, le projet que vous proposez pour la future CTM, si vous étiez demain présidente avec Robin, qu'est-ce que vous proposez de nouveau aux Martiniquais ? Déjà, je crois que ce qu'il faut proposer aux Martiniquais, c'est une gouvernance apaisée. Et rappeler encore et toujours que cette CTM qui a été souhaitée par les Martiniquais était censée être le meilleur exemple de ce qui peut se faire en termes d'organisation démocratique, avec un exécutif qui propose, qui travaille à la conception du programme, donc de façon dans la conception des moyens, et puis une assemblée qui discute dans le cadre des commissions, dans le cadre également des plénières, et qui est présidée également par un président. Donc je pense que la première chose à faire, c'est de rappeler que la gouvernance de cette CTM est une gouvernance bicéphale, qui doit être apaisée. Oui. Il faut que ces deux gouvernances-là s'entendent. La première chose d'ailleurs que nous avons envisagée avec Daniel Robin, c'est d'avoir des bureaux mitoyens. Ne serait-ce que ça, pouvoir se parler. Et quand je vous dis que les anciens ont subi les affres de ce qu'ils étaient avant, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est retourné dans son bureau à la région et un autre qui est retourné dans son bureau au département. D'accord. Oui. Et à quelques 5-6 kilomètres d'écart. Il ne faut pas fonctionner comme ça. Je crois qu'il faut pouvoir discuter, il faut pouvoir travailler les projets ensemble. C'est toute la cohérence qu'il faut donner. Donc la première chose, c'est la gouvernance. La deuxième chose, c'est la valorisation du service public. Le service public en tant qu'administration. Et il faut redynamiser cette administration, il faut valoriser les compétences. Parce qu'il y a quand même 4000 Martiniquais qui travaillent dans cette collectivité ou qui sont embauchés dans cette collectivité. D'accord. Nous avons parfaitement conscience et nous avons reçu beaucoup de personnel qui sont venus de façon parfois dévoilée ou anonyme nous dire que depuis 3 ou 4 ans, ils n'ont plus de mission. D'accord. Ils ne sont plus en poste, qu'il n'y a pas d'organigramme. Oui. Ce n'est pas seulement une insulte à la personne humaine que de mettre au placard des collaborateurs. C'est aussi une insulte aux Martiniquais qui participent par l'impôt, par la fiscalité, que peut être l'octroi de mer, au paiement de cette force publique. Donc, on a le devoir, lorsque l'on a des personnels dans une collectivité, de les former, de les payer, mais surtout de s'assurer aussi qu'ils produisent un service au public. Alors, c'est ça la contrepartie. Donc ça, c'est le deuxième point. Oui. Le troisième point, c'est de construire un projet qui corresponde aussi, parce que beaucoup vendent du rêve. On a maintenant le grand truc, c'est de vendre des listes et des listes de plein d'actions à mettre en place. Moi, je crois que la première action à mettre en place, c'est de répondre de façon qualitative aux compétences qui sont les compétences obligatoires de cette collectivité. En matière de suivi et de formation professionnelle, en matière d'infrastructure, en matière de coopération ou coordination des actions avec les villes et les communautés d'agglomération, avec l'État, en matière de levée des subventions européennes. Il faut que nous pas nions honte à aller chercher l'argent là il est. Oui. En matière de protection des populations, nous avons un gros problème, celui de la sargasse. Vous le connaissez également. Bien sûr, bien sûr. La CTM ne peut pas se lever les mains en disant ce n'est pas de ma compétence. Nous avons un devoir aujourd'hui, entre Martiniquais, d'arriver à ce qu'on appelle les solidarités humaines et territoriales. Et nous avons, nous, l'intention de développer notre projet autour de ces deux pôles.
la solidarité humaine, parce que ça fait partie des compétences de la CPM, et la solidarité territoriale également, parce que ça fait partie de la compétence de la CPM, que ce soit sur le développement économique, que ce soit sur les aménagements, que ce soit sur le tourisme, que ce soit sur la coopération régionale, que ce soit aussi sur tout ce qui concerne l'Europe. Mais nous avons ce devoir-là aujourd'hui d'être efficaces sur les compétences qui sont celles de la collectivité. Béatrice Bellé, à ce stade, bien sûr, tout n'est pas toujours comparable. Vos amis de la Fédération socialiste en Guadeloupe, dont vous connaissez sûrement M. Boudet, M. Lurel, vous en avez entendu parler au moins, sont eux aussi sur une liste et ils sont dans une dynamique, puisque, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, c'est à la mode maintenant en Guadeloupe, du changement statutaire vers l'autonomie. Est-ce que le PS martiniquais est sur cette même longueur d'onde? Vous savez, alors je vous ai dit, moi je crois que le premier stade, parce que nous sommes du coup, nous avons pris un petit peu d'avance sur la construction, on va dire, institutionnelle par rapport à la Guadeloupe. Moi je crois que ces 5 dernières années étaient le galop d'essai de la mise en place de cette CTM. Il faut l'évaluer. Bon. Et répondre... Toto, que je connais très bien, Hilaire, que je connais très bien, nous avons l'occasion de discuter et nous avons, c'est vrai, des constructions, en tout cas dans nos têtes, des appareils qui peuvent être similaires. Je crois que la question à laquelle il faudra répondre, que ce soit auprès des Guadeloupéens ou des Martiniquais, c'est pourquoi nous voulons plus d'autonomie. Oui. Nous avons vocation, évidemment, sur un certain nombre de sujets. Je vous parlais tout à l'heure des sargasses. Oui. Nous avons vocation à solliciter plus d'autonomie sur la gestion de l'eau en Martinique, par exemple. Oui. La Martinique, c'est 1140 mètres carrés. Kilomètres carrés de terre, mais c'est 44 000 kilomètres carrés de zones maritimes. De zones maritimes, oui. Bon. Exclusives, oui. Exclusives. Et là, aujourd'hui, lorsque l'on parle de ça, quand on a un problème comme les sargasses, quand on a des problèmes comme les problèmes de pêche que ça peut générer, mais que le chlordécone génère, par exemple, à l'endroit de nos pêcheurs, oui. La question que nous devons nous poser, c'est quelle est l'action de l'État et est-ce que nous ne pouvons pas récupérer cette action avec les moyens qui vont avec pour pouvoir avoir une politique concertée dans la zone. D'accord. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire une politique concertée? Les sargasses sont de la responsabilité de l'État tant qu'elles sont dans l'eau. Elles deviennent de la responsabilité des villes à partir du moment où elles sont sur le littoral. Nous pouvons gérer ça. Oui. Nous pouvons gérer ça. Si nous ni les moyens, nous pouvons gérer ça. L'État aujourd'hui ne prend à peine en charge les lignes d'eau pour empêcher que les sargasses échouent. Tout à fait. Nous savons que si nous avons la compétence pour le faire, nous allons le faire. Bien. Donc oui, il y a des champs sur lesquels nous pouvons demander plus d'autonomie. Nous pouvons aussi solliciter plus d'autonomie probablement sur la gestion de nos échanges, parce que ce qui est important quand même, lorsque l'on habite cette zone qui est la zone des Caraïbes et donc des Amériques, c'est quand même d'avoir des interactions avec les gens qui sont autour de nous, ce qu'on appelle la géographie cordiale. Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons des difficultés à pouvoir commercer, discuter, vendre, échanger, sauf parfois sur la partie culturelle, donc la musique, l'art, mais nous avons quand même des difficultés à fonctionner avec notre environnement régional. D'accord. Peut-être, nous obtenons un peu plus d'autonomie sur ces questions, nous aurons peut-être les moyens d'un meilleur développement et d'un développement plus cohérent de nos économies, et même de notre culture, et même peut-être de notre éducation. Oui. Il y a peut-être du sens aujourd'hui à penser à ce que nos jeunes puissent être à minima trilingues. Oui. On ne peut pas être aussi près de l'Amérique du Sud et aussi près de l'Amérique du Nord et ne pas avoir des enfants qui, à 15 ans, parlent 3 langues. Bien. Alors que nous sommes dans cette zone des Amériques. Alors, une dernière petite question, peut-être un petit peu plus personnelle. J'ai lu dans votre CV que pendant 2 années, vous avez été dans un placard. Mon Carrie, ça a tellement. Moi-même Carrie. Ouais. Et d'autre part, Madame Bellé, pourquoi vous ne participez jamais au grand convoi de réparation qui se fait chaque année le 22 mai à Martinique? Pourquoi quoi? Vous participez jamais au convoi de réparation
qu'organise chaque année le MIR et les organisations martiniquaises? Je participe à des actions. Le MIR fait une action et je suis en très bon terme avec Garcin Malfa. Je suis aussi sur d'autres manifestations. Il n'en a pas qu'une seule. Oui. Alors, je réponds déjà à votre première partie de question. Oui, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de souffrance du personnel de la CTM. J'ai moi-même été victime de cette placardisation pendant près de 2 ans. Bon. Oui. Donc, je sais à quel point ne pas avoir de mission, ne pas se sentir valorisé, se sentir inutile, peut être douloureux pour des collaborateurs qui ont envie de fournir le travail pour lequel ils sont payés. Bon, ça c'est une première chose, donc j'en ris maintenant, mais c'est tout sauf drôle. Mais vous avez survécu quand même. J'ai survécu, oui, j'ai survécu. Heureusement, on y survit, mais on n'est pas tous faits du même bois. Oui. Hein, donc il faut être vigilant et la bienveillance m'oblige à penser que il faut qu'on prenne soin les uns des autres. Voilà. Et c'est nous toutes martiniquais. Et donc, pour moi, c'est inadmissible de générer, lorsqu'on a cette force publique-là, de générer la souffrance chez nos propres compatriotes. C'est pas normal. Voilà. Ok. Deuxième chose, sur ce qui est du 22 mai, je suis dans la rue tous les 22 mai parce que c'est un moyen aussi de se rappeler de l'histoire. C'est un moyen de se rappeler aussi de ce que la lutte ne se passe pas dans son canapé, mais se passe dehors avec les siens, ses frères et sœurs. Et donc, je suis tous les 22 mai dans les manifestations, parfois les organiser, parfois y participer, qui honorent la lutte pour la libération des Africains mis en esclavage qui étaient nos aïeux. D'accord. Bien. Vous seriez, on va terminer là-dessus, mais c'est anecdotique. Si demain vous êtes président de la région, de la CTM, en Martinique, vous gardez le drapeau que Marie-Jeanne a choisi ou vous revenez au rouge, vert, noir? Mon quoi, nous avons réfléchi. L'ambia, pas dire, mais l'ambia. Pas ça, vous pas ça. Pas de problème avec. C'est anecdotique pour l'instant. Mais enfin, nous voyons l'eau. Je n'ai, alors peut-être parce que j'ai eu, comme beaucoup de ma génération, comme référence, par exemple, le drapeau qui pour moi révélait aussi notre africanité. Oui. La plupart des drapeaux d'ailleurs de l'Afrique, singulièrement de l'Afrique de l'Est, où nous sommes issus, ont du rouge, du vert, du noir et du jaune. Oui. Bon. Donc, ce ne sont pas des couleurs auxquelles je suis allergique, comme je ne suis pas non plus allergique. Vous êtes plutôt le drapeau rose, vous? Aussi, mais je ne suis pas attachée obligatoirement à tous les étendards, quels qu'ils soient, qui révèlent. Moi, je crois que la démarche est celle-ci, elle est celle d'une identité qui doit être assumée. Donc j'assume tout ce qui fait aujourd'hui mon identité et notamment ce chemin que nous avons fait douloureux avec la France. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est que je n'ai pas non plus de problème à être martiniquaise dans toute l'altérité que ça, donc les différences que ça génère. Oui. J'ai des origines multiples, nègres, indiennes, blanches, et j'ai aucun souci avec ça. Bien, Béatrice, mais merci en tout cas de vous être entretenu avec nous en direct. On vous a entendu en Guadeloupe, en Martinique, un peu partout. Puis les gens comprendront un petit peu votre combat. Merci en tout cas et bonne journée. Merci à vous de m'avoir invité. Pas de problème, c'est nous-mêmes. Voilà, 12h58, on prend la première pause pub. On se retrouve tout à l'heure avec Kevin Lafontaine. Je vous le dis, c'est le gérant de Cannabillon Shop. Et puis un peu plus tard, Yvelisse Bouchot. À tout de suite. Une femme, Yvelisse Bouchot. C'est la deuxième fois en moins d'une semaine, c'est assez exceptionnel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu parler de quoi cette fois-ci? Cette fois-ci, je viens vous présenter le programme de la 7e édition de la Startup.gp du 20 au 21 mai. Oui, on vient tout à l'heure. Et puis, Kevin Lafontaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant de Cannabillon. C'est quoi ça, Cannabillon? Cannabillon, on est un CBD shop. Oui. Et on possède aussi un coffee shop. Un coffee shop. Voilà. Qui est à Jarry. Spécialisé dans le CBD. On en parle dans un instant. Pour l'heure, on revient à l'actualité. L'actualité, c'était les funérailles hier de l'ancien maire du Moule, monsieur Henri Beaujean. Manifestation, bien sûr, un petit peu dramatiquement. Enfin, il n'était pas jeune, il avait plus de 95 ans, je crois. Stanley Manicor était là, reportage. Il grandit dans cette société où la politique s'appelait Légitimus, Roi Neuf, Valentino,
et surtout ici au Moule, Rosan-Gira. Ces vigies allumées dans la nuit coloniale d'alors seront pour beaucoup, et c'est certainement pour le jeune Henri Beaujean, des repères qui vont structurer sa vision du monde. Nous sommes appelés aujourd'hui à témoigner notre attachement en premier lieu à un moulin, un de ceux qui ont marqué l'histoire de la commune et pavé la route de ceux qui lui ont succédé dans les missions publiques qu'il a remplies au cours de 2 mandatures à la tête de la municipalité, mais aussi en tant que député de 86 à 88. C'est vrai que perdre un membre de sa famille n'est jamais facile. Je l'ai connu il y a 2 ans, perdant ma mère, qui l'a très bien connu, comme elle travaillait à Ricoux, qui a travaillé avec lui. Mais je devais être là aujourd'hui auprès de la population maulienne, car à l'époque où il a été un élu guadeloupéen, un élu de la nation, les choses étaient très difficiles. Et malgré ça, avec d'autres qui nous ont déjà quittés, ils ont pu travailler pour pouvoir permettre aux Guadeloupéens de vivre dans des situations convenables. Quoi qu'il en soit, Henri Beaujean aura contribué à sa place au développement de notre cité. Il est vrai, je ne pourrais terminer cet hommage sans souligner l'intelligence, la sérénité intellectuelle de cet homme, le brillant orateur qu'il fut. RIP, donc pour Monsieur Henri Beaujean, feu Henri Beaujean. Je me tourne tout de suite vers Lise Bouchot. Je disais qu'elle est venue ici la semaine dernière parler de We Start the Future, c'est bien ça? Oui. Oui, c'est une manifestation organisée par Guadeloupe Tech le 20 et le 21, dans 2 jours pratiquement. Dans 2 jours, oui. Oui, comment ça s'organise? Du coup, on vous attend tous nombreux pour ces 2 jours d'événements qui seront assez riches. Donc, c'est le 7e sommet de l'innovation de l'économie disruptive. Donc, Guadeloupe Tech est un cluster du numérique qui regroupe plus de 200 membres. Et l'objectif sur ces 2 jours, c'est de permettre à l'ensemble des acteurs de cette économie de partager, d'échanger sur des thématiques fortes, comment repenser la Caraïbe de demain, donc d'où We Start the Future, après cette crise de Covid, via des tables rondes, des workshops et des keynotes qui seront animés par des guests. Alors, vous utilisez un langage que beaucoup de gens ne savent pas, des workshops, des keynotes. C'est-à-dire des ateliers. Des ateliers, c'est un séminaire qui regroupe différents types de parcours. Et ces parcours, vous aurez des tables rondes où les gens pourront échanger en ligne sur des thématiques qui vont être abordées par différents types d'intervenants. Et les workshops où ça va être vraiment des thématiques qui sera portées. En atelier, en workshop. En atelier, oui, qui sera porté par qui sera porté par un modérateur et des gens qui vont intervenir sur des thématiques ciblées du style la cybersécurité, l'environnement, comment comment entreprendre face à cette crise. L'objectif de ce sommet, c'est d'apporter des réponses concrètes sur les bonnes pratiques qui ont fonctionné actuellement et comment aussi redémarrer son activité et la pérenniser dans cette phase de crise et après-crise. Donc, c'est pas le premier... la première manifestation de ce type qu'on fait, je crois que c'est la 7e, c'est ça? Oui, c'est la 7e édition. Ouais. Et on veut aussi, c'est nouveau aussi pour nous, face à cette crise, de relever le défi de faire une manifestation full, uniquement en webinaire, parce que les contraintes sanitaires... Il y aura un petit peu de présentiel, là, pour ce qu'on m'a dit quand même. Oui, il y aura un peu de présentiel. On aura un plateau de captation où quelques intervenants pourront participer avec les internautes en ligne. Et certains qui seront connectés de chez eux. On aura plus de 20 territoires connectés. Le Québec, le Tchad, la Jamaïque, des intervenants de la Caraïbe, des gens de métropole, de l'Hexagone. Un peu partout dans le monde, il y a des intervenants qui vont participer à cet événement pour animer des ateliers. Donc l'enjeu est aussi fort pour nous de démontrer aux membres et aux gens qui nous suivent de se connecter. Donc j'invite tous les gens qui le souhaitent d'aller s'inscrire sur le site startup.gp
pour s'inscrire à l'événement et participer aux différents ateliers. Il y a un code quand même qui sera. Oui, il y a un code. Vous pouvez aller sur le site startup.gp. Et sur le site, sur le Facebook aussi de Guadeloupe Tech, vous avez des informations sur tous les réseaux, donc le LinkedIn, le Twitter. Mais pour s'inscrire, c'est essentiellement le site startup.gp. D'une manière générale, en dehors de ce genre de manifestation, de quoi vit Guadeloupe Tech tout le reste de l'année? L'objectif du cluster, c'est aussi d'apporter des solutions aux porteurs de projets par de l'accompagnement et aussi de permettre de créer des ponts entre les différentes institutions qui peuvent être la région, qui peuvent être Pôle emploi. Nous avons des partenaires forts comme Orange, EDF, Dauphin Télécom. Nous avons 1000 entrepreneurs qui nous ont accompagnés aussi pour le partenariat au niveau de la manifestation startup.gp hors des murs dans les lycées. Donc le 11, ça a été au lycée de Petit-Bourg, un vif succès. C'est bien passé. Ça s'est bien passé. Au lycée audiovisuel de Pointe-Noire le 12, où on a eu une audience assez importante et un retour des étudiants très enthousiasme par rapport à leur micro-entreprise. Et on a aussi un partenaire qui est fort, qui est la région, qui nous accompagne depuis des années pour cette manifestation. Et sans oublier tous les autres partenaires que nous avons qui nous soutiennent depuis Mais alors, Madame Bouchot, on vit une période particulière de pandémie où les gens sont plus en distanciel qu'en présentiel. Comment Guadeloupe Tech est intervenu? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, le numérique, le digital prend le pas sur le réel? Je pense qu'il faut composer avec les deux. Un mode hybride, je pense qu'après le Covid, on passera peut-être à un mode hybride entre le présentiel et le distanciel, parce que l'essentiel dans tout échange, la relation humaine en face à face. Et moi, je pense que c'est le ciment qui permet aussi de donner une réalité à un échange. Et nous accompagnons les entreprises à aussi améliorer la fracture numérique avec les partenariats forts qu'on a avec nos différents membres et partenaires tels que... Et vous sentez qu'en cette période, la fracture numérique se réduit, qu'il y a de plus en plus de gens quand même qui utilisent le numérique, le digital pour leur communication, pour leur commerce aussi, parce que l'e-commerce... le click and collect, etc., ça se développe, non? Oui, ça se développe, d'où la nouvelle plateforme que propose aussi Allmall sur sur le click and collect. Sébastien Télassine est aussi en train de travailler sur ce prisme-là. Et le numérique, je dirais que la fracture, elle est toujours présente, mais notre objectif, c'est aussi de réduire cette fracture en créant des liens plus forts avec les différents partenaires au niveau du réseau, c'est-à-dire les différents entreprises telles que Dauphin, Orange, pour réduire cette fracture, parce qu'on s'en rend compte bien que travailler à distance de chez soi via des postes distants nécessite un vrai réseau couvert en fibre, surtout. Actuellement, on est en 4G, mais on se rend compte qu'en étant à la campagne, et c'est le cas de beaucoup de porteurs de projets, cette fracture se fait ressentir et on espère que tous nos politiques et nos institutions, nous faisons travailler avec eux aussi pour améliorer pour faire en sorte que cette fracture se réduise sur nos territoires par rapport à la métropole ou oui, d'autres pays, d'autres îles de la Caraïbe où ils sont quand même assez plus performants que nous là-dessus. Oui, c'est la question que j'allais poser parce que nous sommes en période électorale. Est-ce que Guadeloupe Tech interviendra auprès des différents porteurs de projets? Parce que j'ai lu quelques projets, j'ai rien vu sur le numérique dans les projets que j'ai lus pour les personnes qui vont se présenter au régional. Alors je me posais la question, je me suis dit, je vous la poser. Est-ce que sur les 12 candidats, vous envoyer au moins un petit SMS pour leur dire songez petit point digital là? Je pense que nous sommes une association de loi 1901, donc la logique, on ne fait pas forcément de politique, mais c'est vrai que... Non, c'est pas de faire de la politique, mais c'est... C'est aussi insuffler dans les programmes, de mettre un peu plus de... Parce qu'il n'y a rien. En fait, de liens liés avec tout ce qui est réseau numérique et digital,
Et je vous rejoins, donc c'est un axe peut-être qu'il faudrait qu'on arrive à améliorer. Mais l'association, elle est aussi là pour aider les porteurs de projets. Après, la politique, c'est vrai que ça fait partie de l'actualité du moment, mais voir peut-être comment faire pour... Enfin, si vous intervenez, ce sera pas mal vu, je pense pas, parce que c'est pas une opération politique, hein, c'est simplement dit aux politiques, nous sommes jeunes, nous sommes dans un pays où on a besoin du digital et du numérique, il faudrait dans vos programmes y penser, parce que j'ai l'impression quelquefois que nos politiques sont encore au Minitel. Mais en fait, cela progresse. On arrive, nous arrivons à progresser doucement, mais sûrement. Je pense que l'objectif aussi de notre cluster, c'est permettre aussi de donner des grilles de lecture et aussi accompagner nos politiques sur une harmonisation de l'offre de services qu'on propose aux citoyens en termes de numérique et de digital. Bien, on rappelle donc le 20 et le 21. Le 20 et le 21. À partir de quelle heure? Le 20 et le 21, à partir de... C'est 8 heures. 8 heures, heure de Guadeloupe. Heure de Guadeloupe, c'est 4 heures. Et ça fait 9 heures en Jamaïque. 9 heures en Jamaïque, voilà. Oui, d'accord. Bien. J'espère que les gens ont pris. Et c'est start.gp. C'est Startup. Je vous invite à vous inscrire sur le site startup.gp. Oui. Pour participer aux différents ateliers. Donc, nous aurons des invités de renom tels que Corden Green, oui. Ingrid Riley et Marielle Marius. Donc, c'est des pontes de la technologie dans la Caraïbe, dont Ingrid Riley, elle est la fondatrice de Silicon Caribé. Yves-Lise Bouchot, merci. Il est 13h20. Merci à vous, monsieur. On continue à regarder l'actualité avant de passer la parole à Kevin Lafontaine, puisque la réunion du SIAG, vous savez que les personnels du SIAG sont en difficulté. Ils attendent de savoir quel va être leur sort quand l'organisme va être fermé. Interview du syndicat Olivier Félix. On regarde. Préfiguration du syndicat mixte ouvert a rencontré les agents du SIAG, notamment l'UNSA, le syndicat UNSA, pour expliquer la démarche chez entreprise conduite par la région Guadeloupe. Elle était importante parce qu'il fallait bien montrer quelle était la stratégie et les agents du SIAG avaient vraiment besoin de cette information et pour qu'ils sachent maintenant dans quel sens est orienté leur avenir. Les réponses ont été apportées et visiblement n'ont pas satisfait le syndicat puisqu'ils sont en préavis et qu'ils maintiennent leur préavis de grève. Il faut continuer à aller plus loin. Aujourd'hui, il faut poursuivre ce dialogue et je crois que cela est indispensable, mais il faut aussi surtout que les entités qui doivent au SIAG payent, c'est-à-dire Eau d'Excellence, Grand Sud Caraïbes, des Rénoc qui doivent au SIAG payent pour que nous puissions accomplir ce plan social. Nous, par que vous êtes toujours chez nous au courant des préfigurations à mise en place à SMO, là, et les détails que vous avez fait pour vous composer, mais à niveau éclaircissement, à situation, à salariat, à SIAG même, ça n'y a une complexité. En fait, nous voyons les moindres détails, les contours de bitin là, ça, mais nous avons senti que ni des réticences quand même, mais peut-être c'est Mouna aussi, comme il n'y a pas en profondeur à tout ça qui est dit dans les SIAG, donc nous avons senti qu'il y a d'autres bitins qui viennent derrière. Mais quand même, on peut dire que c'était déjà un premier contact, il y a des affirmations et des confirmations que nous avons. Et ça qui permet nous quand même de travailler sur une première base. La rencontre avec l'équipe de préfigurateurs cet après-midi devait porter sur la situation des salariés du SIAG au sein de la future structure. Il se trouve que là, ce sont des spécialistes dans chaque domaine qu'ils ont récupéré et qui sont dans la phase de début de travaux. Ce que nous avons constaté, c'est que ça commence mal pour nous. Ça commence mal dans la mesure où ce qui a été fait auparavant, c'est-à-dire la première mouture qui permettait de prendre en compte les salariés du SIAG, a été balayée au profit d'une préfiguration plus globale. Ce qui fait que les salariés du SIAG sont noyés dans l'ensemble des autres opérateurs qui, c'est pas sûr que ces opérateurs-là soient dissous. Donc du coup, on se retrouve dans une situation où personne ne sait où on va. Le problème, nous, comme nous toujours dit, c'est acté, certifié sur papier. Constatons comme quoi que salarié qui est sorti au SIAG, qui est transféré, pas qu'à perdre pont droit de 6 vignes veille, il a répété avec tout.
C'est ça qui est plus grand que tu dans nous et nous pensons que la commission là, ça comprend. Les élus là qui étaient là dans la personne de Mandu, il faut comprendre ça aussi parce qu'on va être très attentif à les débats. Et M. Samuel aussi apporte nous des réponses, même si nous des petits bitins nous dit qui est un peu ambigu, mais on peut penser qu'à l'UNSA nous arrive à dépêtrer nous des bitins là ça. Voilà, exactement, 13h24. On prend la première pause, la deuxième pause, et puis on se retrouve tout à l'heure, je vous l'ai dit, avec Kevin Lafontaine qui nous attend avec l'impatience qu'on sait, parce qu'il a beaucoup de choses à dire tout de suite. Voilà, il est 13h32, comme je vous l'ai dit, eh ben, Kevin est là. Et donc, Kevin, c'est Kevin Lafontaine, le gérant de Cannabillon Shop. Alors, la boutique s'appelle Cannabillon, ça ne rappelle pas quelque chose, Cannabillon? Cannabillon fait effectivement un petit peu référence à cette fameuse plante qui a été si diabolisée, le cannabis. Oui. Cannabillon, en fait, représente une marque. On est une marque parce qu'on travaille avec une franchise, Cannabis Store Amsterdam. On travaille essentiellement donc avec des produits dérivés donc du cannabis, mais uniquement du CBD, le cannabidiol, qui est la molécule. Qu'est-ce que c'est le cannabidiol? Il faut expliquer parce que moi, je ne sais pas, les gens qui nous regardent, ils ne savent pas. Le cannabidiol, donc le CBD, c'est la molécule la plus présente après le THC. La THC, c'est le tétrahydrocannabinol qui a été retiré donc de la plante. C'était la molécule qui était euphorisante, la molécule dite psychotrope, qui créait pas mal de problèmes de santé. L'ayant supprimé, on retrouve donc une plante un peu plus saine, pourrait-on dire. Alors, nous ne sommes pas des professionnels de santé, donc je ne peux pas me positionner en ce sens. Oui, bien sûr. Mais par rapport au retour client, on retrouve pas mal de... Mais c'est la première boutique de ce genre-là en Guadeloupe? Alors non, nous ne sommes pas les premiers, voilà, il y en a déjà d'autres. Ah bon? Ils viendront en parler, je pense. Je ne sais pas, j'en ai jamais entendu parler. Si, je crois que je suis la 9e ou la 10e installée ici. En Guadeloupe? En Guadeloupe, oui, de Basse-Terre à Saint-François, on est quand même pas mal de boutiques. Alors, quelle clientèle fréquente le Cannabillon Shop? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, la clientèle que nous recevons sont souvent des grosses pathologies, des personnes qui croient franchement au traitement avec les plantes, comme le Doliprane en est une, comme on a énormément de plantes chez nous, comme nos grands-parents faisaient les tisanes, les infusions. Il y a pas de Zébapic chez vous, non? On n'en a pas encore, je verrai ça avec monsieur Henri Joseph, exactement. Oui. Mais comme toutes les plantes, elle a donc ses vertus, et on retrouve beaucoup de personnes, alors au début très sceptiques, qui veulent d'abord essayer. C'est pour ça que nous proposons des produits qui sont au goût du chanvre uniquement, pour pouvoir tester les différentes saveurs que les variétés proposent. Et ensuite, on a des produits, certains solubles, les thés, les cafés, les tiramisu, qui sont un petit peu plus chargés en chanvre. Oui. Et en graines de chanvre, qui ont aussi notamment pas mal de vertus sur le système digestif, sur tout le transit intestinal. Mais c'est encore très peu connu. La France est en train d'avancer un peu sur ça veut dire qu'on peut venir à la boutique acheter les produits et ressortir normalement. Et même déguster sur place, si vous le souhaitez. Déguster sur place, bien sûr, je vous invite. On décolle pas. On va décoller un peu plus tard. Ah, on décolle quand même. On décolle quand même, toujours. Oui. Et donc, cette clientèle, qui n'est pas une clientèle jeune, finalement, elle est fidèle quand même, on peut dire ça? Oui, carrément. Et d'ailleurs, je remercie tout le monde pour ça, pour l'intérêt suscité à ce produit qui, je sais, a été très diabolisé, qui commence à se démocratiser petit à petit. C'est surtout les retours. On a des grosses pathologies, on a des troubles du sommeil, on a des grosses douleurs, l'endométriose. Alors, je répète, il faut être très précis dessus. Nous ne sommes pas professionnels de santé. On se base essentiellement sur le retour des clients. Mais c'est des produits qui sont dans le commerce libre. Exactement, oui, clairement. Et a priori, très bientôt proposés en pharmacie. Alors, je pose la question parce que je ne sais pas. Est-ce que le Cannabillon Shop fait partie des boutiques essentielles ou non essentielles? Oui, nous sommes ouverts. Vous êtes ouverts? Oui, nous sommes ouverts. On fait partie des commerces essentiels, notamment sur plusieurs critères, parce que nous faisons aussi du vapotage pour tout ce qui est cigarettes électroniques avec l'huile de CBD. Donc, évidemment, on a le droit de travailler. Ça fait partie de la sélection et aussi pour les boutiques de bien-être. Oui. Et donc, d'une manière générale, aujourd'hui, il y a un gros débat sur la dépénalisation le cannabis. Comment vous, personnellement, vous percevez ce débat-là? Puisqu'on est en période politique d'élection, alors je me dis, est-ce que peut-être que les futurs présidents de région ou le futur président de région ou présidente pourraient aborder cette question normalement? Ce serait une question sérieuse à aborder clairement. Il faudrait franchement que le produit soit un peu vu différemment, qu'on arrive à déstigmatiser un peu le cannabis avec tous les rapprochements qu'on en a fait, avec effectivement tout ce qui est violence, tout ce qui est la drogue et tout. Ça reste comme pas mal de plantes. C'est comme on dit, l'excès en tout nuit. C'est comme le pavot.
l'opium, qui est une plante aussi, et qui tue énormément de personnes, mais qui en soigne beaucoup. On utilise d'ailleurs. Énormément. Oui. Énormément. Donc oui, le débat serait à prendre, serait à ouvrir sur soit la légalisation, soit la dépénalisation, ou encore, comme aux Pays-Bas, la décriminalisation. Alors, c'est quoi la nuance entre dépénalisation et décriminalisation aux Pays-Bas? C'est très politique. Aux Pays-Bas, souvent, on pense que c'est complètement légalisé. Alors, c'est faux. Ça a été décriminalisé dans les années 76, ce qui fait que les coffee shops ont pu se développer. Donc, la consommation en coffee shop, donc, cadrée par l'État, est autorisée. Voilà. Ça, c'est autorisé. Oui. Mais en extérieur, on n'a pas le droit d'en posséder, d'en revendre à un tiers si on n'est pas propriétaire de coffee shop sur les pays. Alors, vous avez dit que c'est une marque, une franchise. Oui. Ça veut dire qu'en France, il n'y a pas de magasin de fournisseurs de ce type-là. Il faut vraiment tout faire venir d'Amsterdam. Alors, nous avons des franchises Cannabillion sur la métropole. Oui. On en a en Guadeloupe et en Martinique aussi. D'ailleurs, la Guadeloupe, je profite pour le dire, on est le seul coffee shop français pour l'instant. Alors, Amsterdam est très connu. Vous êtes coffee shop aussi? On est coffee shop, donc on propose aussi du bar et du shop. C'est bien ce que je pensais, oui. Exactement, on est coffee bar shop. Ouais. Et donc, du coup, concernant, vous m'aviez dit... Non, Est-ce que pourquoi on travaille avec Amsterdam? Mais oui, j'allais dire ça, oui. Qui a été reconnu, Amsterdam, c'est la capitale, si on veut, du cannabis sur la planète, entre guillemets. Ils ont décriminalisé depuis bien longtemps, donc ils ont une plus grande gamme de produits. On est sur une qualité de produit vraiment supérieure, puisqu'ils ont eu le temps de développer et de travailler un petit peu sur tout ça. Oui. Alors, on a parlé des thés, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce qu'on a vu une image tout à l'heure, on va revoir l'image. Il y a un certain nombre de produits en dehors des thés. Qu'est-ce qui sont? Alors, juste derrière vous, on voit la fleur en elle-même. Oui. La fleur en elle-même qui est aussi utilisée en infusion, qui permet de retrouver vraiment toutes les vertus de la plante. On a différentes variétés de thé, plus ou moins chargées. Alors en CBD, en CBDA, qui est encore une autre molécule, en CBDG, le cannabigérol, qui sont plusieurs molécules. C'est comme prendre une tisane, une infusion par exemple à la citronnelle ou une infusion en camomille. Quand on fait les deux infusions ensemble, on a un résultat un petit peu plus concret. Donc c'est pareil, c'est du mélange de molécules. Donc on peut retrouver des thés, des cafés, des tiramisu, on fait aussi des brownies, des muffins, on propose le tout au bar. Et dans votre boutique, vos coffee shop, le client quand il arrive, il trouve quoi exactement? Alors nous lui faisons ce qu'on appelle une petite croisière du magasin, une petite visite des produits. Oui. Comme je disais tout à l'heure, on propose des produits qui sont au goût du chanvre d'abord pour faire tester aux gens les différentes saveurs. Oui. Et ensuite on rentre un petit peu plus en profondeur. Mais il peut conduire après. Comment? Il peut conduire après. Il peut conduire après. On n'a pas de souci à ce niveau-là. On peut très bien conduire après. Oui. Et ensuite, on a aussi tout l'aspect technique. On a aussi tous les, on va dire les accessoires, tous les produits que les fumeurs, les pratiquants, on va dire, connaissent très bien. On a aussi une gamme cosmétique. Cette image-là. Exactement, de la fleur en elle-même. Donc, il y a différentes variétés de fleurs. Chaque fleur a sa saveur et chaque fleur a ses vertus. Oui. Bon, écoutez, on a pour l'instant tout dit, mais alors, visiblement, vous êtes en rupture de produits en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est une bonne comme une mauvaise nouvelle. Oui. C'est une bonne comme une mauvaise nouvelle. C'est vrai que sur certains produits, comme l'été, j'aurais voulu vous présenter, certainement réinviter une prochaine fois pour vous en parler plus en profondeur. Oui. Mais l'été, effectivement, fonctionne très bien. Les gens retrouvent un vrai apaisement, un réel bien-être. Oui. Après une tisane de façon générale, ça fait du bien. Et donc oui, effectivement, un peu de rupture en ce moment. Mais on travaille. D'ici quelques jours, ça va. D'ici quelques jours, les stocks vont être réassortis. Exactement. Écoutez, Kevin, merci d'être venu nous parler de tout ça. Merci à vous de l'invitation. Et puis, j'espère que les Guadeloupéens qui ont regardé bien. La boutique se trouve où? Nous sommes à pas de la pub marron, mais on va quand même le dire. Ou là, au fond du monde, ça ça y est quand même. Nous sommes à la rue de la Chapelle. 488 rue de la Chapelle à Pelicans Bay. Nous sommes ouvert le samedi. Ouvert le samedi, tous les jours, du lundi au samedi, de 10h à 19h. Voilà, merci. 13h40, on continue à défouler l'actualité. Alors, tout à l'heure, on a eu les syndicats sur le SIAG. Cette fois-ci, c'est Monsieur Louisy, le grand patron du SIAG, qui répond à ce que demandent les travailleurs. Et on essaie de trouver une juste réponse, mais les choses ne sont pas très faciles. Interview Olivier Félix, on regarde. Les fonds vont rentrer parce que je regarde que volontairement, les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens qui sont les usagers du SIAG ont fait un effort important de paiement. Et il ne serait pas juste que ce soit des petits malheureux, comme on va dire en créole, c'est eux tout seuls qui payent. Et donc ils ont fait un effort pour maintenir un outil, pour garantir un maintien du service public de l'eau. Et il y a une exigence, ce n'est pas une demande, il y a une exigence que les grandes collectivités, ces grands EPCI, que les grandes entreprises, que les hôtels payent leurs factures. Ce n'est pas au peuple guadeloupéen de payer pour les grands, non, c'est aux grands de payer justement
pour aider les petits. Et c'est ce qu'il y aura comme exigence. Et j'ai déjà demandé à l'État de mettre en place une réunion de conciliation pour faire en sorte que ces gens-là payent. Et ils paieront. C'est un système avec les impôts qui était mis en place depuis janvier 2020, bien avant mon arrivée. C'est un système qui est très contraignant et je le conçois parfaitement et c'est pourquoi j'ai demandé une certaine souplesse. C'est aussi la raison, et je vous donne cette information aux usagers, que je demanderai au comité syndical du SIAG de revenir pour faire des dégrèvements sur les abonnements, sur les factures de tous ces usagers. Je vais soumettre cela au comité syndical du SIAG, que nous puissions faire des avoirs sur les périodes d'abonnement où il n'y avait pas de distribution de l'eau. Là, ça va permettre de redonner du pouvoir d'achat à nos usagers, qui sont à mon sens précieux, et puis nous aurons la fermeté qu'il faut vis-à-vis des gros et qui n'ont pas payé jusqu'à maintenant. Là, ce n'est plus une question de dialogue ou de conciliation, c'est une question de fermeté. Et cette fermeté au niveau des grosses structures, des gros qui doivent au SIAG, nous permettra d'aller amplement sous les avoirs pour faire en sorte qu'on rembourse à nos usagers des abonnements alors qu'ils n'avaient pas d'eau. Espérons que cette affaire sera réglée au profit des travailleurs du SIAG, parce que c'est vrai qu'ils sont inquiets pour leur avenir, et avec la création du SMO, de syndicat mix ouvert, on ne sait vraiment pas si yo que point yo, si yo que les bacs yo. En tout cas, ils sont très véatifs. Là aussi, il y a de la véativité, c'est à la grève de Canal+. On croyait que cette grève se serait terminée normalement, rapidement. Des négociations, semble-t-il, avaient débuté, mais ça n'avance pas beaucoup. Reportage Michel Depape. Ben, là, ça a fait des semaines que nous en grève au niveau à Canal+, Canal Satellite. Et bien évidemment, nous comprenons une stratégie à direction là. Ça, c'est même stratégie que toutes les directions qu'à mettre en place, c'est-à-dire qu'il y a multiplier les contrées pour dire même bitin là, puis dire qu'il ne peut pas la rien, que la situation là difficile, que la situation là grave et qu'il ne peut pas faire rien. Donc nous avons dit, nous avons répété, nous avons répété encore, c'est une société qui a fait l'argent, vers l'argent à Guadeloupéen, puisque c'est des milliers d'abonnements qu'il y a tous les jours. Et c'est une société effectivement qui a fait l'argent grâce à les salariés qui sont là. Nous avons revendiqué 5 points en plateforme. Du GTG qui engage certains salariés de la société, quasiment 98% des conseillers commerciaux des boutiques en Guadeloupe sont en grève pour avoir l'augmentation individuelle sur le GPEC, la mobilité qui est imposée, sur une prime exceptionnelle par rapport au Covid, parce que c'est nous qui à la front matin, midi et soir dans les boutiques. Et c'est nous qui avons mené l'argent à la société là. Sans nous, la société là ne peut pas tourner. Direction là pour nous pour couillon. Donc là, nous continuons grève là, nous piquer la guerre. C'est pour direction là comprendre que nous là, c'est eux qui lagué. Et pour valider les 5 points de revendication que nous avons ces plateformes là. À ce moment-là, ça nous a dit que de toutes les manières, grève là, il faut continuer et nous faire ça nous y a fait pour racher les revendications en nous déterminer. Face à mépris là que nous ni là, nous déterminer et nous péquer la guerre. La direction là, fait tout le monde comprendre que tout va bien dans les boutiques. Alors, ils mettent des mots, on a regardé sur Facebook, ils mettent des commentaires que tout va bien. C'est par rapport au confinement, les boutiques sont fermées, alors que c'est totalement faux. Nous sommes en grève, c'est pour cela que les boutiques sont fermées aujourd'hui. Alors, il y a un conflit qui dure depuis maintenant plus d'une dizaine de jours avec l'UTT UGTG, avec un certain nombre de grévistes qui sont principalement des conseillers commerciaux, qui expriment par ce mouvement une forme de mal-être, d'attente, que la direction a entendu et a souhaité répondre favorablement. C'est la raison pour laquelle on a souhaité rencontrer très vite la délégation de l'UTT UGTG et on a eu l'occasion de faire 4 réunions en moins de 10 jours, des réunions de 2 heures avec beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues et surtout des propositions. Sur les 5 points de revendication, la direction a souhaité répondre favorablement de manière adaptée à 4 points sur 5. On a dit oui à la GPEC, on a dit oui aux mobilités, on a dit oui à la prime, on a dit oui à l'augmentation. Et le seul point sur lequel il y a encore un désaccord, mais on ne peut pas être d'accord sur tout, il faut aussi l'entendre, ce sont les heures de délégation où on nous demande d'augmenter de manière très significative le nombre d'heures de délégation des élus au sein de la société. C'est un coût qui est estimé à quasiment 200 000 €, qui est très important.
Et dans le contexte actuel dans lequel nous sommes, avec une très forte concurrence, notamment celle de Netflix, on le voit, qui se développe très fortement sur notre territoire, on doit prendre des décisions de gestion qui soient appropriées, de bonne gestion. Donc les discussions se poursuivent, on est à leur disposition, mais les entraves ou les blocages qu'ils peuvent faire aujourd'hui ne sont pas pour nous un signe d'ouverture d'un dialogue apaisé. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur ce conflit qui perdure. Donc la direction affirme que 4 points sur 5 sont résolus, sont réglés, et que le point sur les heures de délégation ne sont pas encore réglés. On aura l'occasion de revenir sur ce conflit. Je rappelle qu'en début de ZCL, on a reçu Béatrice Bélé, elle est secrétaire fédérale du PS de la Martinique, avec elle on a fait un point sur la situation de la CTM martiniquaise, qui n'est pas pour l'instant un bon modèle, puisque visiblement, d'après ce qu'elle a dit, les choses n'ont pas fonctionné comme elles devaient. Il y a eu une absence de démocratie. Bref, elle a vendu ce que pense le PS Martinique de cette situation. Ensuite, on a reçu Kevin Lafontaine, et avant ça, Yvelisse Bouchot. On a parlé de Guadeloupe Tech et de la réunion qui se fait Restart Future. Ce sera ce jeudi et ce vendredi, tout près d'ici d'ailleurs. Et Kevin Lafontaine est venu nous parler d'une boutique qui s'appelle Cannabillon Shop. C'est CBD, aussi on l'appelle CBD, mais c'est aussi un coffee shop où on peut goûter des saveurs particulières traitées à partir du cannabis. C'est pas de la drogue, c'est pas du cannabis, mais ce sont des extraits qui sont molécules qui sont tirées de cette plante-là, et on vend du thé, etc., etc. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et puis au niveau général d'information, dernier hommage au maire du Moule. C'était hier son enterrement, ses funérailles à Ribaujan. Et puis au SIAG, toujours une situation assez complexe et assez confuse. Et puis à Canal Plus aussi, la grève continue. Voilà, 13h48. J'aurai l'occasion de vous parler de cet ouvrage très bientôt. Ça s'appelle Liberté Savane. C'est Marie-Josée Garé qui vient de le sortir aux éditions Nestor. D'autres auteurs sont prévus dans les jours qui viennent. Sinon, c'est Kevin qu'est-ce que je raconte? C'est Kevin Lafontaine, c'est Jordan qui était à la réalisation depuis hier. Et demain, on se retrouve à la même heure pour un nouveau ZCL News en direct de Canal 10. Voilà, bon appétit et à très bientôt, ça se dit à demain.